Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Affaire des terres de Nengeler, Aar Lu Ñu Bokk, Doyna et Ñoo Lank demandent la suspension des attributions de terres et une réforme agraire. Les mouvements ont fait face à la presse ce matin pour évaluer leur dernière manifestation. La Tabaski sera fêtée au Sénégal ce vendredi 31 juillet. La lune sera bien visible ce soir, estime l'astronome Khadim Rassoul Gueye, que vous entendrez dans ce 18h. Pandémie de Covid-19, 37 nouvelles contaminations, dont un cas importé et 9 cas issus de la transmission communautaire enregistrés ce mardi, plus 4 décès. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale en visite ce matin dans les points de vente de Liberté 6 et 5 pour sensibiliser les citoyens. Nous allons également parler de la crise malienne. 4 chefs d'État d'Afrique, dont le président Macky Sall, sont attendus ce jeudi à Bamako, une visite qui intervient après l'échec de la CEDEAO. Ces 4 présidents sont tous des proches de IBK, selon le directeur de Tombouctou Institute. Babacar Samb sera notre invité. Info Écho avec Rapseli Manouane va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Et à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. La restitution des terres aux paysans, la suspension des attributions de terres et une réforme agraire, telles sont entre autres les propositions des plateformes Aar Lu Ñu Bokk, Doyna et Ñoo Lank qui ont fait face à la presse ce mardi. Point de presse d'évaluation de leur manifestation du 17 juillet dernier à la place de la Nation. Guy Marius Sagna est avec Rapseli Manouane. Féliciter et saluer tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont participé à cette manifestation. Féliciter tous ceux qui ont fait jonction, car cette manifestation a permis en fait de faire des avancées. 189 ex-contractuels de la Sénélec qui depuis 3 ans étaient sans salaire, couraient derrière un recrutement, ont pu avoir gain de cause. Le dossier des victimes de démolition de maisons de Gadaye est en train de s'accélérer. Les étudiants de l'UVS ont été reçus. Nous pensons qu'ils seront reçus à nouveau très bientôt. Mamboy Diawo est en train de discuter avec nos frères et sœurs de Guéréo. Donc il y a un certain nombre de dossiers auxquels il faut ajouter les travailleurs du King Fahd Palace qui ont été reçus, entendus, et nous espérons que pour tous ces dossiers, il y aura une résolution très rapide. Il y a également les paysans de Nengeler avec le chef de l'État, la décision prise de leur rendre leur terre. Absolument. Nous avons dit clairement qu'après avoir rencontré ceux de Nengeler, ceux de Djilar et le PDG de Sedima, notre position à nous est que l'État doit restituer définitivement et pas provisoirement les terres aux paysans de Nengeler et de Djilar. Mais au-delà de cela, nous disons que Babacar Ngom doit se retourner contre l'État du Sénégal parce que c'est cet État qui lui a donné des terres qu'il n'aurait pas dû lui donner. Mais au-delà de cette question, nous disons clairement que au Sénégal, nous avons besoin aujourd'hui qu'il soit suspendu les attributions de terres, qu'il y ait un audit foncier national. Nous avons également besoin d'une réforme agraire qui permette une autre répartition des terres plus conforme aux intérêts des paysans. Nous ne sommes pas contre l'agrobusiness, mais nous refusons que cet agrobusiness-là se fasse au détriment des exploitations agricoles familiales. Donc, nous invitons tous les citoyens sénégalais à soutenir les paysans pour que partout au Sénégal où il y a eu des accaparements de terres, que ces terres soient restituées aux paysans et que l'État enfin délimite les différentes zones du domaine national. Sud FM, l'info, c'est ici. Pandémie de Covid-19 au Sénégal. Le dernier bilan officiel fait état de 74 morts après 4 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce aussi 37 nouvelles infections, dont un cas importé et 9 cas issus de la transmission communautaire identifiés entre Dakar, Touba et Thiès. Les chiffres grimpent à 8985 cas confirmés de Covid-19 dans le pays. Les précisions d'Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 369 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,03. Les cas positifs sont répartis comme suit. 27 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré dans la région de Saint-Louis, 9 cas issus de la transmission communautaire
répartis entre Guédiawaye 2, Touba 2, Bambilor 1, Diamniadio 1, Mamel 1, Sicap Foire 1 et Thiès 1. 42 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 20 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8 985 cas ont été déclarés positifs, dont 6 044 guéris, 174 décédés et donc 2 766 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux malades encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle aux populations le respect strict des mesures barrières, notamment dans le cadre de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et rassemblements, le port obligatoire de masques, le lavage fréquent des mains. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale recommande vivement de respecter l'ensemble de ces mesures, surtout en cette période de veille de la Tabaski, de voyage, de fréquentation des marchés, etc. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé ce mardi à la sensibilisation sur la Covid-19 dans les points de vente de Liberté 6 et Liberté 5. Une occasion pour Abdoulaye Diouf Sarr d'inviter les Dakarois à porter en permanence le masque afin de lutter efficacement contre la pandémie. Il a d'ailleurs promis une vaste opération de sensibilisation sur le port du masque dans les prochains jours. Ismaël Marcel Koli. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, a procédé ce mardi à une campagne de sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19 dans les différents points de vente de Mouton, de Liberté 6 et de Liberté 5. Ce sont au total 20 000 masques qui sont mis à la disposition des 38 points de vente de la capitale. Avec la propagation fulgurante de la pandémie, la tutelle invite les Dakarois à porter le masque en permanence. Il faut reconnaître aujourd'hui que sur plus de 8000 cas que nous avons actuellement, les 6000 et quelques sont actuellement dans la région de Dakar. Dakar donc est aujourd'hui, de manière incontestable, l'épicentre de la pandémie. Et dans les 75% qui sont dans la région de Dakar, il faut aussi reconnaître une autre évidence, c'est que plus de 56% se trouvent dans le département de Dakar, c'est-à-dire dans les 19 communes de Dakar. Cela interpelle les habitants de Dakar. Cela interpelle les maires de Dakar. C'est Dakar qui doit se lever par l'ensemble de ses composantes comme un seul homme pour dire on stoppe la Covid-19. Il s'agit donc d'une responsabilité communautaire. Au-delà d'être d'une responsabilité communautaire, d'une responsabilité individuelle de chaque Dakarois. Ce que nous demandons à chaque Dakarois, on demande à chaque Dakarois de manière permanente de porter le masque. Un geste hautement apprécié par Ian Cham, président des membres du comité de gestion des différents points de vente. Aujourd'hui, le ministre vient à point nommé nous amener cet équipement-là. Ça va plus nous faciliter, nous, comité de gestion, qui sommes les acteurs, à sensibiliser les autres acteurs à vraiment respecter tout cela et porter le masque. Nous remercions l'État de par cette action, ce soutien qui nous protège nous-mêmes. D'ailleurs, précise le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, une vaste opération de sensibilisation sera lancée très prochainement. Dans quelques jours, Madame le médecin-chef de la région, en compagnie des districts, va lancer une vaste opération communautaire où des milliers et des milliers de jeunes vont sillonner le département pour sensibiliser par rapport au port du masque. Cette tournée du ministre de la Santé et de l'Action sociale a vu la présence des différents maires des 2 communes visitées, des autorités administratives, du secrétaire général, du ministre de l'élevage et des responsables des différents points de vente de Dakar. Ismaël Marcel Koli, le secrétaire général du ministère de l'élevage, rassure quant à la disponibilité des moutons. À la date d'aujourd'hui, le nombre de moutons est excédentaire par rapport à l'année précédente. Selon Mamoudou Ousseinou Saro, il est au micro d'Ismaël Marcel Koli. Concernant l'approvisionnement des marchés en moutons, ce que nous pouvons dire à cette date-ci, c'est que partout, on est pour le moment excédentaire. À cette date, je dis bien. Et nous prions pour que la tendance soit maintenue. Parce que si nous prenons par exemple les entrées au niveau de Kidira, poste vétérinaire de Kidira, donc le poste frontalier, le poste d'inspection frontalier, le cumul on est à 129 017 têtes à ce jour rentrées, contre 111 000 et quelques l'année passée.
Si nous prenons le Bakel, ce qui est passé pour Bakel, c'est 737 animaux à ce jour. Si nous prenons Matam, on est à 1416. La région de Saint-Louis, tout ça, on est à 20 577. Donc quand on prend ça fait 15 000 et quelques 800 et quelques animaux qui sont entrés. Si nous prenons la région de Dakar, aujourd'hui on est à 124 000 têtes rentrées, cumul, depuis Rufisque, tous les départements. Et si on prenait la même tête à J-11, l'année passée, on était à 79 000 têtes. Donc nous devons travailler pour poursuivre cette tendance-là, pour que le marché soit approvisionné et qu'au finish, chaque Sénégalais puisse se retrouver avec son armée. C'est le souhait que nous avons, c'est le souhait du gouvernement. Et nous y travaillons tous les jours. Justement, l'Eid el-Kébir ou Tabaski sera célébré au Sénégal ce vendredi 31 juillet. Assurance de l'astronome Khadim Rassoul Gueye. La lune sera bien visible ce soir. Khadim Rassoul Gueye avec Habsé Limanouane. On parle de Tabaski, mais on est en quelle année? On est en 1441 de l'Hégire, qui a commencé depuis le 1er septembre 2019 et qui se terminera au 20 août 2020. Et cette année-là comporte 12 mois et les gens l'oublient. Dernière chose que je veux dire pour préciser, il faut qu'on sache aussi que ça, ce n'est pas de la divination. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est ce qu'on appelle l'astronomie. Ça sort du Coran, parce que quand Dieu dit dans le Coran que le soleil ne peut rattraper la lune, ni la lune devancer le jour, chacun vogue dans une orbite. Donc ça, c'est Dieu qui a déterminé ça, et partant de cette détermination, on a fait une observation expérimentale. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on appelle la conjonction, ça a eu lieu hier, le 20 juillet, à 17h33. Donc, de par le monde, personne ne pouvait voir la lune hier. Aujourd'hui, c'est mardi. Ce sera le 29e jour. Et dans ce 29e jour, le soleil va se coucher à 19h43 et la lune se couchera à 20h40. Donc, il y aura 57 minutes de décalage entre les deux. Et comme la conjonction a eu lieu à 17h33, à 17h33 aujourd'hui, il y aura un jour plus 2h10. Ce qui fait que on pourra largement voir la lune parce que l'âge de la lune sera de 1,6% avec une élongation de 14,5%. Donc, la lune sera vraiment visible, quelles que soient les conditions atmosphériques qu'on aura. L'essentiel maintenant, c'est de savoir dans quel coin il faut aller l'observer et pour le voir. Si toutefois, on arrive à l'observer dans les zones visibles, le premier jour de Zul Hijja du mois de Tabaski sera le mercredi 22 juillet 2020. Donc c'est ce jour à partir duquel il est bon de faire toutes les pratiques islamiques qu'on recommande, le jeûne, etc. Ce qui fera que le vendredi 31 juillet sera le jour de la Tabaski, 10 jours après le premier jour. Maintenant, si les gens ne font pas l'effort d'observer, parce que quand on observe, les nuages bougent. Maintenant, si on observe bien, on peut voir la lune en 10 secondes, 30 secondes et la lune disparaîtra. Mais elle sera là jusqu'à 20h40. Donc, si on fait l'effort de voir la lune, on aura la Tabaski le 31 juillet. Et la remarque fondamentale, c'est qu'on aura la Tabaski en même temps que 90% des pays musulmans, y compris la Mecque. Maintenant, si on ne le fait pas bien, on aura la Tabaski le samedi et ce serait dommage parce qu'on aura raté un jour. Sud FM. Disparition de Cheikh Sadibou Fall, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Wade, est décédé ce mardi à Toulouse en France. Il est le premier maire élu à la tête de la commune d'arrondissement de Fann-Point-E Amitié en 1996. Il a été député du PDS de 1998 à 2001 et président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie Progrès. Pape Cheikh Sadibou Fall est nommé en août 2009 ambassadeur du Sénégal en Italie. L'association des juristes sénégalaises Amnesty International section Sénégal, le collectif d'Afadoy contre la violence faite aux femmes et Jamra continue de dénoncer la mise en ligne sur les réseaux sociaux d'une vidéo virale montrant une jeune femme en train d'être violentée par des jeunes qui l'accusent de vol. Des présumés auteurs de la vidéo auraient été interpellés par la police de Dieuppeul et un troisième est toujours recherché. En attendant, les acteurs réclament justice pour la victime. Penda Seck Diouf, la présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes avec Mame Diarra Da Silva. Le CLVF dénonce fermement cet acte ignoble commis à l'encontre de la jeune dame et demande que justice soit faite. C'est une atteinte grave à la dignité et à l'intégrité de la personne. Cette femme a été malmenée, ligotée, présumée voleuse, dont les parties intimes ont été dénudées et montrées à la face du monde. Et ce qui est désolant, c'est que cette vidéo-là est accompagnée de paroles obscènes, de paroles blessantes et déshonorantes, à la limite une incitation à la prostitution. L'on se demande ce qui se serait passé si la dame était seule avec ses garçons. Vous avez vu la dame murmurer devant ses bourreaux. Vous l'avez vu, cette dame-là, on peut présumer qu'elle n'est pas en très bonne santé mentale. Et il paraît qu'effectivement, elle a eu à subir un traitement psychiatrique.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce genre de traitement dégradant à l'endroit des femmes? Mais rien ne justifie les violences faites aux femmes. Même si la dame était une voleuse, et c'est présumé, même si elle était une voleuse, on n'a pas le droit de la traiter ainsi. L'autre aspect, c'est que de plus en plus, ces violences à l'encontre des femmes connaissent une certaine recrudescence, surtout les violences dans la sphère publique, de plus en plus, ce qui expose les femmes à beaucoup de violences et montre que nos espaces publics ne sont pas des espaces sûrs pour les femmes. Si ce ne sont pas des violences verbales, c'est des violences physiques, des violences sexuelles également. Et le problème, c'est que la victime de violence est culpabilisée. Des fois, on indexe son port vestimentaire, si on n'indexe pas sa façon de marcher ou sa façon, en tout cas, de se comporter publiquement. Mais est-ce que ça doit donner lieu à des violences? Mais il faut que les victimes aussi aient le courage de dénoncer leur bourreau. Mais bien sûr, beaucoup de violences se passent dans la sphère privée et on n'ose pas dénoncer par peur d'être rejeté, par peur d'être marginalisé. Et nous sommes dans une culture de non-dénonciation et il est très difficile pour la victime de violence d'accéder à la justice ou de demander justice. Les chauffeurs et receveurs des bus Sotravig ont paralysé le trafic dans la ville de Ziguinchor. Ils ont immobilisé leurs véhicules pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire. Ben Michel Kanfoudi. Pendant 3 mois, 4 mois sans salaire. Le transport urbain est paralysé depuis ce matin dans la commune de Ziguinchor à cause d'une grogne des chauffeurs et receveurs de la Sotravig. Ces derniers qui courent derrière 4 mois d'arriérés de salaire ont immobilisé les véhicules devant la gare routière pour sonner l'alerte. Parce que nous voulons entrer dans nos fonds. Nous sommes à une semaine de la Tabaski. De la majorité d'entre nous, personne n'a reçu un sou et nous ne l'accepterons pas. Les chauffeurs et receveurs de la Sotravig jugent inacceptable cette situation et réclament leur part des fonds force Covid-19. Maudo Kandé est le président des employés de la Sotravig. Et l'État nous avait promis des compensations financières. Je trouve que ces compensations financières, nous avons rien reçu là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes rencontrés ici pour exprimer notre mécontentement. Parce que nous ne pouvons pas rester pendant 4 mois sans salaire et qu'on nous promet des compensations financières et qu'on n'arrive pas à y voir quelque chose. Nous trouvons cela vraiment inadmissible. Et nous devons beaucoup rentrer dans nos fonds. Une médiation est en cours avec les bons offices du préfet de Ziguinchor pour trouver une solution à ce problème qui a fini de paralyser le transport dans la ville. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Célébration ce 21 juillet de la journée mondiale de la malbouffe, une journée pour sensibiliser sur les dangers de la malbouffe ou d'une mauvaise alimentation. Selon le docteur Keba Tamba, pharmacien, nutrithérapeute, coach en santé et bien-être, la malbouffe est à l'origine de presque toutes les perturbations au niveau métabolique et donc de beaucoup de maladies chroniques. Il est interrogé par Marie-Rosaline Ndiaye. La malbouffe se définit comme étant un mode d'alimentation basé sur des aliments qui n'ont aucun apport nutritionnel, aucun bénéfice nutritionnel. Du fait que c'est des aliments qui ont été transformés. Et c'est ce que nous appelons généralement les fast-foods, des aliments complètement modifiés qui ont donc perdu, du fait de la cuisson, tous les micronutriments qui pouvaient éventuellement exister dans ces aliments-là. Et la conséquence, c'est que nos besoins journaliers en micronutriments qui devraient permettre à nos cellules de jouer pleinement leur fonction se trouvent être carencés dans ce type d'alimentation. Et la conséquence, c'est que nous nous retrouvons avec un organisme qui est complètement carencé, avec un organisme qui est privé de ces éléments essentiels qui sont des électrons qui doivent permettre aux cellules de pouvoir fabriquer l'énergie, d'augmenter leur vitalité et de nous permettre d'avoir une excellente santé. La conséquence, c'est que déjà, nous allons observer un dysfonctionnement cellulaire qui va induire des maladies métaboliques. Et ce sont ces maladies métaboliques, malheureusement, qui font vraiment légion aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce que les gens appellent des maladies chroniques parce que liées principalement à une carence micronutritionnelle. Et c'est ça, malheureusement, qui fait que la prévalence de ces maladies est très, très élevée. Le cancer, le diabète, l'hypertension, l'arthrose et toutes ces maladies aujourd'hui qui sont des maladies de civilisation ont une seule et unique cause, c'est la carence micronutritionnelle qui est aussi une conséquence de cette malbouffe qui malheureusement ne permet plus de garantir ce besoin essentiel pour nos cellules, mais plutôt nous permettre de remplir le ventre. Une fois le ventre rempli, malheureusement, on pense qu'on est bien, on a bien mangé, alors que nous sommes en train de faire souffrir nos cellules, nous sommes en train de faire souffrir nos organes, nous sommes en train de faire souffrir notre organisme. Et la conséquence, c'est que quand l'organisme sera à un niveau
d'épuisement, malheureusement, les maladies vont s'installer. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, qui est le gros problème par rapport à cette malbouffe. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Soudan, le procès de l'ancien président Omar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir participé à un coup d'État en 1989 qui les ont portés au pouvoir s'est ouvert ce mardi à Khartoum. L'audience a duré 1 heure et a été levée à 9h20 GMT selon le site d'information L'Orient. Le jour, la prochaine audience a été fixée au 11 août prochain. Crise politique au Mali. 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, dont le président Macky Sall, sont attendus ce jeudi à Bamako avec pour objectif de dénouer la crise politique qui oppose le mouvement M5 et le président malien Ibeka Isseignan. 4 chefs d'État ouest-africains se préparent à fouler ce jeudi 23 juillet le sol malien. Objectif, tenter de trouver une issue à la crise socio-politique que traverse le Mali après plusieurs semaines de contestation du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Si les 2 missions déjà envoyées par l'institution se sont soldées par des échecs en juin et en juillet, cette fois-ci l'organisation africaine a dépêché une mission de haut niveau. Le Nigérian Mohamed Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le président du Ghana Nana Akufo-Addo et le président ivoirien Alassane Ouattara. L'idée est de faire avancer les choses. Le document de base reste les recommandations de la mission de la CEDEAO. Et si à Bamako, de sources diplomatiques, on affirme qu'il ne sera pas question d'accepter un départ forcé du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, on laisse entendre que sur d'autres plans, les lignes peuvent bouger, qu'on peut réadapter les recommandations à la situation du moment. L'objectif est de tout faire pour obtenir la paix. De son côté, le comité stratégique du mouvement du 5 juin a peaufiné sa stratégie qui se résume à la lutte continue jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Ils disent néanmoins être toujours ouverts au dialogue, comme l'a rappelé lundi l'imam Mahmoud Diko à l'ambassadeur de France, celui des États-Unis et les représentants de l'Union européenne à Bamako. Sud FM, l'invité du jour. 4 chefs d'État ouest-africains dont Macky Sall attendu à Bamako ce 23 juillet, une visite qui intervient après l'échec de la CEDEAO dans un contexte de crispation. Selon le directeur de Tombouctou Institute, les 4 chefs d'État sont tous des proches d'Ibrahim Boubacar Keïta. Babacar Samb est avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Bakary Samb, vous êtes le directeur de Tombouctou Institute. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous de la crise malienne. 4 chefs d'État sont attendus à Bamako le 23 juillet prochain. Comment peut-on expliquer ce déplacement? Est-ce qu'aujourd'hui l'espoir est permis? Je crois que après la mission de la CEDEAO dirigée par l'ancien président Goodluck Jonathan, les États africains ont senti la nécessité d'aller renforcer le fil du dialogue au Mali. Mais à un moment assez critique parce que la crise est arrivée à un point très avancé et qu'aujourd'hui, aussi bien au niveau du M5 RSP autour de l'imam Diko et des politiques comme Shogela Meïga et Kaondim, je crois qu'il y a une crispation aujourd'hui en sentant que le pouvoir de Bamako ne voulait pas avancer dans le dossier. Du côté du pouvoir aussi, on est passé l'an dernier à l'étape quand même de la confrontation avec quelques morts qui ont été aujourd'hui déplorés. C'est en ce moment crucial que ces chefs d'État se rendent à Bamako. Je crois qu'il aurait fallu y aller plus tôt, ou en tout cas très tôt avoir certainement des discussions en coulisses avec Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi passer par d'autres leviers de médiation. Mais c'est toujours important quand même de se rendre à Bamako. Le geste est très important. Ça montre une amorce d'une initiative africaine pour résoudre une crise africaine et il va falloir attendre de voir ce que donnent ces négociations-là. Alors, est-ce que ces chefs d'État peuvent réussir là où la mission de la CEDEAO a échoué? Je crois qu'il y a une forme de contradiction. D'abord, envoyer une mission de la CEDEAO qui a échoué, parce que je ne reviendrai pas sur le choix des personnages, comme Goodluck Jonathan, qui, je pense qu'une autre personnalité aurait pu être trouvée. Mais y aller après aussi avec d'autres chefs d'État, comme si l'ensemble communautaire n'avait pas son efficacité. Peut-être aussi il faudra donner sa chance
à un aspect très important de la résolution des conflits dans notre région, c'est l'aspect des relations personnelles. Ibrahim Boubacar Keïta est assez proche de ces chefs d'État qui vont se rendre à Bamako. Je pense que peut-être que les relations personnelles pourront peser, et que là où l'institution de la CEDEAO n'a pas pu engranger un grand succès lors de sa dernière mission à Bamako. Pourtant, les responsables du M5 ont décidé d'observer une pause. Comment peut-on expliquer cette stratégie? Oui, je crois que les promoteurs et les porteurs du mouvement M5-RP comprennent bien la sociologie africaine et la sociologie des sociétés musulmanes de l'Afrique de l'Ouest à l'approche de la Tabaski, qui n'est pas le moment le plus propice à d'autres formes de mobilisation, pendant que les populations sont plutôt ont la tête dans la fête, si j'ose dire. Donc, ils ont compris que le mouvement pourrait prendre un petit coup de relâchement pendant cette période où les gens sont préoccupés à autre chose. Ils ont observé en même temps cette pause-là. Et je pense que ça a été un choix stratégique de la part des porteurs du mouvement. Mais il est vrai que négocier pendant qu'il n'y a pas de manifestation et que les violences cessent et qu'il n'y a pas une surenchère sur le plan du débat et des controverses, c'est un moment propice. Mais encore une fois, je pense que l'utilité de ce déplacement à Bamako peut être le fait de se fonder sur les relations personnelles entre les chefs d'État qui parfois sont plus efficaces que les initiatives d'ensemble telles qu'on l'a vu avec la CEDEAO, avec le choix de Goodluck Jonathan et de sa délégation. Mais il y a aussi le M5 dirigé par l'imam Dicko. Oui, l'imam Dicko a pu surfer sur toutes les frustrations de la société malienne ces derniers temps et a complètement exploité une forme de malgouvernance, de corruption qu'il a eu cesse de critiquer. Aujourd'hui, à part le statut d'être un imam, c'est aujourd'hui un fédérateur au-delà des différentes obédiences politique. L'imam Dicko a réussi au début une islamisation de la contestation, les manifestations ayant lieu en général le vendredi, mais plus il avance, il se départit du caractère religieux de son discours, de sa figure religieuse, pour véritablement endosser le costume ou le turban de l'homme de la situation qui, au-delà des partis, au-delà des appartenances, peut incarner un nouvel espoir. Ceci dans le but, non seulement, je ne crois pas, dans le sens d'exercer le pouvoir, parce qu'il n'en a pas les prétentions, il ne peut pas. C'est plutôt de contrôler le pouvoir, c'est-à-dire que, encore une fois, mettre à la tête du Mali quelqu'un qui lui sera un obligé et qui pourra contrôler, à défaut de pouvoir aujourd'hui exercer pleinement le pouvoir. Alors, est-ce que cela ne traduit pas l'échec des politiques? Absolument, je l'ai écrit chez vos confrères du Monde. L'ascension de l'imam Dicko est le symbole même de l'échec de la classe politique malienne. Voilà un personnage qui, depuis 2009, n'a cessé de défier le pouvoir, déjà à faire annuler un vote de l'Assemblée nationale sur le code de l'Assemblée en 2009, mais aussi les hommes politiques aujourd'hui qui sont victimes du combat de Dicko étaient ses alliés. IBK était son allié en 2012-2013. Dicko l'a aidé à se faire élire avec 200 mouvements islamiques mobilisés dans tout le Mali, dans le cadre de la coalition Sebati 2012, avec 200 millions de francs CFA donnés à IBK pour sa campagne, en relation avec le shérif de Nioro. Eh bien, aujourd'hui, ces religieux qui étaient ses patrons, qui étaient en tout cas ses alliés, l'ont pris en tenaille et lui imposent la même chose qu'ils ont imposé à IBK à partir du code de la famille. Ceci montre que les acquaintances répétitives entre la sphère du politique et du religieux et des compromissions face à des exigences de l'état de droit et de la démocratie mènent toujours à ce genre de situation. L'autre leçon qu'on peut retenir, c'est qu'IBK avait réussi à réduire l'opposition à sa plus petite expression, comme disent certains, en tuant l'opposition, en affaiblissant la société civile. Eh bien, il a eu un imam devant lui qui est un mouvement populaire qui ne peut pas contrôler. Bakary Sambou, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour.
Malgré les difficultés de commercialisation, les opérateurs de la filière anacarde de Ziguinchor tirent un bilan positif de la campagne de commercialisation de la noix d'anacarde. Le président du cadre de concertation des opérateurs de la filière anacarde de la région de Ziguinchor, Siaka Diallo, s'en explique au micro de Ignace Ndeye. Nous l'avons démarré difficilement parce que nous n'avons pas reçu les financements très tôt. Nos partenaires indiens ont acheté beaucoup de noix. Au moment où nous nous achetons, les prix étaient un peu exorbitants. Donc c'est grâce à la DER venue nous appuyer à travers les banques pour que nous puissions acheter la noix. Sans cela, il n'y aura pas de campagne en Casamance. Quelle est la quantité qui a été exportée? Nous venons de faire une évaluation. Je pense qu'on a 10 000 tonnes qui est déjà exportée, que moi-même je n'en croyais pas. C'est un effort très important compte tenu de cette situation. Nous espérons encore exporter, mais les difficultés restent toujours au niveau de la commercialisation entre les acteurs locaux et nos partenaires extérieurs. 10 000 tonnes, ça veut dire que vous êtes loin des prévisions escomptées de 80 000 tonnes que vous avez visées cette année. Tout à fait. Nous pensons qu'on allait atteindre peut-être les 100 000 tonnes, mais je vous dis en toute sincérité, est-ce qu'on va atteindre les 80 000 tonnes? Je n'y crois pas. Il y avait un bilan à faire par rapport à cette présente campagne. Quel serait ce bilan? Un bilan positif. En réalité, l'ouverture des aéroports, ça va permettre à nos partenaires de venir et pouvoir acheter les noix avec nous. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisen. Habsaïli Manouane, merci. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres: affaire des terres de Nengeler, Arle Boko Doyna et Nyolank demandent la suspension des attributions de terres et une réforme agraire. Les mouvements ont fait face à la presse ce matin pour évaluer leur dernière manifestation. La Tabaski sera célébrée au Sénégal ce vendredi 31 juillet. La lune sera bien visible ce soir, assure l'astronome Khadim Rassoul Gueye. Pandémie de Covid-19, 37 nouvelles contaminations, dont un cas importé et 9 cas issus de la transmission communautaire enregistrés ce mardi, plus 4 décès. Une vaste opération de sensibilisation sur le port du masque est prévue dans les prochains jours, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale en visite ce matin dans les points de vente de Liberté 6 et de Liberté 5. Nous avons également parlé de la crise malienne. 4 chefs d'État d'Afrique, dont le président Macky Sall, sont attendus ce jeudi à Bamako, une visite qui intervient après l'échec de la CEDEAO. Ces 4 présidents sont tous des proches d'IBK, selon le directeur de Tombouctou Institute, Babakary Bakary Samb, était l'invité de ce 18h, mis en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Sen Radio. Tout de suite, Sud Éducation. Sud Éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Tu lèves un genou. Sud Éducation. Info, astuces et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 90 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, la semaine dernière, nous avons parlé des enfants pleurnichards. Aujourd'hui, nous allons faire la suite et te demander les pistes, les conseils que tu peux nous donner pour en fait régler ce problème d'enfants qui pleurnichent.